Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura le format d'un vlog. Aujourd'hui c'est un grand jour pour le bunker parce que deux événements. Le premier, je vais enfin récolter mon miel de l'essaim sauvage, de l'essaim d'abeilles que j'avais récupéré il y a un an. Deuxième grand événement, j'accueille Alexis Bruce. Hey, comment ça va? Eh ben ça va bien et toi? Plaisir de te rencontrer. Alexis Bruce qui était de passage dans le coin, avec qui on est en contact depuis quelques temps via les réseaux. On s'est dit ça serait cool que tu passes à la maison. Du coup il est venu visiter le bunker sauvage et tu es aussi venu me prêter main forte Pour ton histoire d'abeille, ouais. On va voir comment on va pouvoir faire. J'ai vu que tu avais très peu de matériel, donc je pense que ça va être un peu on the one again. Est-ce que tu as des notions un peu toi d'apiculture? Mon père est apiculteur, il a 2-3 ruches, donc j'ai quelques notions, mais voilà, après... Je vois que tu as une caméra, est-ce que tu fais aussi une vidéo toi aujourd'hui? Yes, petite vidéo qui sera disponible sur ma chaîne, voilà. Pour les personnes qui connaissent pas Alexis Bruce, pas de panique, là on va direct s'attaquer le gros du boulot, on va directement aller chercher la hausse dans laquelle il y a tout le miel. C'est une étape assez risquée on va dire, donc on va déjà faire ce gros truc et après on se posera, on fera une séance interview, blabla, rencontre et ça sera l'occasion de vous présenter ce bonhomme. Je suis très content qu'il soit là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors en effet, j'ai pas de matériel et premièrement pour extraire du miel, il faut un extracteur Exactement. que je n'ai pas. Donc là on va aller récupérer le miel directement dans la ruche. Il y a une hausse en fait, une partie supérieure dans laquelle les abeilles vont stocker leur miel. Et donc là on a quelques outils, notamment on va dire des EPI, enfin des éléments de protection pour nous protéger des piqûres d'abeilles et tout ça, parce que pas du bien quoi, surtout si on est allergique. Par exemple là on a un enfumoir, ça va servir à créer un feu, à créer de la fumée pour un petit peu endormir les abeilles et les rendre un peu plus pépères pour pouvoir travailler dans la ruche. Et là on a quelques outils, on vous en reparlera je pense, pour travailler au sein de la ruche. On voit à quel point ils sont neufs, ce qui révèle à quel point je m'en sers souvent. Le manque d'expérience, c'est ça. Surtout pour récolter le miel, on va en chier parce que pour le traiter, etc. Parce qu'on a deux seaux. On a deux seaux qui ne sont pas des seaux alimentaires parce qu'en vrai il faut des seaux aux normes d'hygiène, tout ça. Là c'est vraiment c'est le seau de jardin. Et on a deux trois fils, deux trois tamis pour essayer de séparer tout ce qui va être particules, miel et la cire, propolis. La cire, exactement, propolis. Voilà, donc on espère que ça va bien se passer quoi. 5 minutes plus tard. Alors Céleste, la récolte de miel s'est bien passée? Ah oui, très bien. Ah! Bah, alors, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, j'ai ce qu'ils appellent la vareuse, c'est l'habit, mais j'en ai qu'un, et c'est que le haut, j'ai pas le bas. Le carton dans lequel est rangé mon matériel, c'est Ah oui d'accord. Ah ouais, je pensais pas que c'était à ce point-là quand tu m'en as parlé. Quand je te disais que j'avais pas de... Abonnez-vous. Celui qui reste loin de la ruche, je lui propose... Ok, ouais. Genre le scaphandre. Ouais, c'est ça, Minecraft. Donc ok, donc moi je me fais fister derrière la caméra. Ça dépend, si tu te sens... En vrai moi vu que je connais la ruche, vu que... Non mais oui, vas-y toi, c'est bien que tu le fasses... Attends, je mets ça, je suis quand même plus sexy là-dedans. Et ah putain, ça pue en plus mec. Ah bon? Genre moi tu sais, je cherchais le tissu dedans. Et donc ça comme ça, je suis pas d'accord. Écoute, ce qui se passe au bunker sauvage reste au bunker sauvage. Tu diras pas à tes abonnés qu'en fait on a été à la supérette du coin acheter du miel. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te marres mec? J'ai pas compris mais ça m'a fait rire. C'est le plan du mec qui se pète la gueule en mettant ses bottes et il commence bien. Je t'ai ramené de la bière d'Ultreya de mon bar Donativo. Putain, merci bien. Skål. Skål. On va appeler ça les ruchettes pompettes. Yo, c'est le boomer qui fait du rap. Yo. Je peux pas, et j'ai pas de bras. Tu te rappelles, t'as connu cette pub ou pas? Non. Alors Alexis, explique-nous ce qu'on fait. Là on va allumer l'enfumoir. Donc du coup je vais mettre plein de brindilles sèches, des choses comme ça, du feuillage. Ah c'est bon. Donc ça va permettre d'enfumer les abeilles afin de brouiller les endormir un peu et de brouiller parce qu'elle diffuse elle-même une odeur, un parfum pour prévenir qu'il y a un danger. Donc ça permet de brouiller le signal. Exactement. Et l'herbe verte du coup tu disais c'est pour... Alors l'herbe verte tu la mets à la fin pour bourrer un petit peu et surtout que ça empêche que la fumée soit chaude tu vois. Ouais, ça adoucit la fumée. Parce que sinon ça brûle ça peut blesser les abeilles. Normalement faut toujours arriver par l'arrière. Mais ça va, les miennes elles sont pas si... Elles sont pas agressives. Non, elles sont pas trop agressives.
Alors, premier coup d'enfumoir. Donc déjà, je vais te montrer un truc Alexis. La hausse, donc là où stocke le miel, c'est cette partie là, plus brune. En fait, au fil des mois, elle a avancé. C'est-à-dire que plus les réserves de miel s'accumulaient, plus ça mettait du poids. Et vu que le terrain est légèrement en pente, en fait, tu peux voir ici, tu vois que ça s'est avancé. Donc là, on voit la grille à rennes. Donc la grille, ça permet en fait que les ouvrières montent là-haut, fabriquer les alvéoles et mettre le miel, mais empêcher la reine d'y aller pondre. C'est ce qui fait qu'on récolte ça et qu'on est sûr que dedans, il n'y aura pas de larves, d'abeilles, quoi. Donc je soulève le toit. Alors déjà, ça s'est collé par le propolis et le miel. Et voilà mon futur miel. Oh, c'est super, les cadres ils sont... Ah non, ils sont pas tous pleins. Tu peux venir, elles sont super calmes. Avec sa ruche, j'ai l'impression de goûter. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je l'ai ramassé il y a 1 an et que c'était des abeilles sauvages simplement, quoi. On y va pour le gros du boulot. Donc là, je soulève la hausse. J'essaye du moins. Oh mais là, mec. Oh putain. Oh putain. Wow. Putain mec, c'est super lourd. Ah bah là t'as ouais, un petit kilo. Allez, je crois que j'ai réussi au moins à décoller. C'est bon, elle m'attaque, je crois. Attention, elle m'attaque. Recule un peu Alexis, à son truc là. C'est bon, elle fonce sur moi. Ah, le stress, je déteste ça. Bon, ben je prends le premier cadre. Bon, après la photo, il est pas là, regarde. Putain, elles sont jolies, mais celle-là, par exemple, il n'y a pas de miel, ça se voit. Ah, là, il y a du miel. Je suis pas rassuré, hein. Là, je fais le malin parce qu'on est en vidéo, mec, mais c'est pas une manœuvre que je suis à l'aise. Allez, les autres cadres, ça va être rapide parce qu'il n'y a pas de truc dessus. Le mec, il a même pas les termes techniques, quoi. C'est quoi déjà? Ah oui, du miel. Elles sont nombreuses, hein, n'empêche. Hein. Elles sont beaucoup plus nombreuses que quand j'ai eu l'essaim. Donc c'est plus ou moins une mission réussie. Je dis plus ou moins parce qu'on aurait pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. En gros, on a retiré la hausse, la grille à rennes. On peut voir que là, elles comprennent pas trop où sont passés tous leurs cadres, donc elles sont là un peu. On a subi un assaut, une attaque. Là, elles sont toutes devant l'entrée. Heureusement, on leur prélève pas tout, il leur en reste. Et donc là, on s'éloigne un peu. On a tout mis sur la brouette. Et on va aller se mettre un peu plus au calme. Et surtout, faut pas qu'elles reviennent dans leur petit nid. Ça va Alexis, tu t'es fait piquer alors? Ouais, elle est juste ici, mais bon. Par une seule? Une seule, bah en fait, elles viennent en groupe. Il y en a une première qui pique et puis après, ça part en couille. Du coup, mais après, je me suis mis pas mal de fumée sur la tronche. Ouais. C'est pareil pour les moustiques. Et je me suis un peu retiré. Maintenant que t'es calme, faut pas avoir la pression. Ah ouais. Si elle te pique et que tu commences à je me fais piquer et tu te casses en courant, c'est mort. Ah, te suivre, ouais. Voilà, après, faut juste pas réagir. Si t'es allergique, c'est un peu plus la merde. Mais voilà, on va ramener ça. Bon, j'ai une petite blessure de guerre là, il y a une abeille qui est venue droit m'attaquer là. Ce qu'il faut faire, c'est pas paniquer, rester calme. Et puis voilà, pour éviter qu'il y ait une grosse nuée qui nous attaque. On a réussi la mission, on a avec nous les cadres remplis de miel, enfin pour certains. Là maintenant, l'objectif c'est d'essayer de séparer le miel de la cire, etc. C'est bien passé pour toi, Céleste? Nickel, moi ça a été surtout une aide psychologique parce que vu que j'ai pas l'habitude, là-dessous. Sous cette moustiquaire, en fait, tu les vois arriver. Donc en fait, tu dois faire abstraction de ça. Elles sont là, elles sont là, elles sont là, et tu dois faire oublier de rester sur tes gestes. Et moi, c'est ça psychologiquement où tu dois vraiment pas paniquer. Mais là, qu'on soit deux, le fait que tu me donnais des conseils et tout. Je suis désolé que tu te sois fait piquer, mec. Ah mais c'est normal, tu te fais toujours piquer 1 ou 2 fois. Bah faut juste qu'on y cache en fait, parce que les abeilles pourraient revenir chipper le miel, enfin ramener le miel en fait à la ruche. Donc faut qu'on y mette dans un endroit un peu plus étanche. Salut, là on est clairement quelques jours après le tournage. Je suis en train de monter la vidéo que vous êtes justement en train de visionner. Et j'ai fait l'erreur de laisser la cave ouverte. Et là depuis tout à l'heure j'entends un bourdonnement. Et on m'avait prévenu et j'ai fait le con. En fait il y a des abeilles partout. Elles ont tout simplement retrouvé le seau dans lequel j'ai extrait le miel. Alors il va falloir que je ramène ça à la ruche. Voilà, des abeilles partout. Regardez, elles ont retrouvé la cire. Parce que là, il n'y a plus trop de miel. Bon, il y en a sûrement encore un tout petit peu dans les trucs.
Et du coup, ben, là, il y a des nuées de partout. Donc je vais aller mettre ça près de la ruche. Comme ça leur refait un peu à manger. Je pense qu'elles ont retrouvé leur truc. Et c'est fou, c'est la preuve de l'intelligence. Hein. C'est-à-dire qu'il y a dû en avoir une qui est venue, qui a trouvé ça, l'odeur qui les a attirés. Puis après, elle a été prévenir toutes ses amies, toutes ses potes. Eh oh, j'ai trouvé le miel qu'on nous a chouré. Donc là, je ramène le seau ici. Je vais le laisser quelques temps près de la ruche, qu'elle puisse un peu reprendre des forces. Là, on est le week-end, donc c'est fermé, mais dans la semaine, je retournerai dans un magasin d'apiculteurs acheter de quoi les nourrir, vu que je leur ai quand même prélevé leur réserve pour l'hiver. Donc je vais mettre ça là pour l'instant. J'espère que ça va pas trop attirer les frelons, parce que j'ai des frelons moi ici. Voilà, donc je vais mettre ça là, en espérant qu'elle libère un peu ma cave. Et voilà, pour la semaine, là, j'irai acheter un truc, un nourrisseur, ce qu'on appelle, pour qu'elle puisse manger. Et puis ça, je verrai ce que j'en fais. Donc voici à quoi ressemble un cadre. Donc on peut voir qu'à fond les petites alvéoles. Après à mettre justement le miel à l'intérieur et à rebouche avec un petit opercule. Donc nous la première étape ça va être de retirer ce petit bouchon qui obstrue l'alvéole dans lequel il y a le miel. Et l'intérêt c'est que en temps normal les ouvrières fabriquent les alvéoles et en fait la reine vient pondre dès l'instant qu'un nid est prêt. Sauf que là on est sûr que il n'y a pas de larves dedans, c'est vraiment juste de la cire et du miel. Et donc là ça va être un grand moment pour moi, je vais enfin goûter du... Honneur à Alexis Bruce. Le miel de chez moi alors. Il est bon hein. Bah c'est du miel par logique de châtaignier. Oh là là mec ça me... Non mais t'imagines pas. Oh mais il est surbon mec. T'as vu? Mais par contre c'est un miel qui est quand même pas mal riche en fleurs. Ah c'est fou comme il est bon. C'est pas un miel d'arbre. Tu vois ça là, tu prends. À la tienne hein Céleste. Mais mec c'est fou. Ça c'est le meilleur remède. Il a exactement le même goût que celui que t'achètes à Leclerc. Mec il est trop bon. Tout à l'heure en début de vidéo je vous ai dit que c'était vraiment un grand jour pour moi et en fait je suis très sincère là-dedans parce que je vous explique. Ici c'est l'endroit où j'ai grandi. J'ai déjà fait une vidéo de comment j'ai débarqué ici, comment je suis arrivé à mon bunker sauvage. Donc je vous la mets qui s'affiche quelque part là-haut ou un lien dans la description. Combien m'a coûté ce bunker, la vidéo s'appelle. Et en fait c'est un grand moment parce que j'ai toujours vécu ici. C'est la première fois qu'on a une ruche. J'ai enfin, si je peux dire ainsi, le goût de chez moi. C'est-à-dire que ma nature, mes arbres, mes fleurs, mes fruits, mon jardin. Voilà, putain mais il est excellent mec, je te jure. Et ouais, ça fait un pas de plus vers l'autonomie et puis même, je sais pas, symboliquement, j'aime bien le goût de savoir quel est le goût de la terre et de la nature. Ben, ça a ce goût-là et c'est très bon. Donc là, on est en train d'isoler les cadres qui n'ont pas été utilisés. Ça, c'est globalement les cadres que je vais pouvoir réutiliser. Et à l'inverse des cadres qui ont été travaillés, merci. Voilà, on peut voir là, c'est vraiment lourd, c'est ouf. Hein. Donc voilà, là on voit vraiment les alvéoles qu'elles ont fabriquées elles-mêmes. Et voilà. C'est fou mec, je n'aurais jamais pensé avoir ça chez moi en fait. C'est quand même hyper enrichissant de savoir que tu es autonome en miel, qui est une ressource qui est hyper riche quoi. C'est un truc de fou, c'est un médicament. C'est un médicament, c'est du sucre, parce que le sucre on n'en a pas dans notre pays, donc c'est difficile. Même le fait d'avoir la cire, c'est une matière première pour faire plein de choses. Ouais. J'ai vu moi pour le cuir, je l'utilise pour durcir le cuir. T'en fais, tu peux nourrir le cuir avec et tout. Merde, j'ai percé. Je pense qu'on va tout foutre dedans, tu vois. Là t'en as pas mal dans ce truc là. Oh là là mec, c'est ouf, c'est vrai que tout ce qu'il y a c'est impressionnant. Faudrait qu'on filtre après quoi à mort. Voilà c'est ça, en fait après il va falloir filtrer tout ça. Pour séparer la cire du miel. Nickel. Ah, serait-ce une abeille ça mec? Non, c'est un bourdon. Normalement là l'étape qui suit c'est de retirer voilà l'opercule, c'est ce petit bouchon qui est en haut des... Oh là là tout le miel. En haut des alvéoles. Et après, le cadre, une fois qu'il est ouvert, tu mets ça dans une centrifugeuse, c'est vertical, et ça tourne très vite. Et en fait, ça expulse le miel qu'il y a dans les petites alvéoles. Et voilà, sauf que nous, on n'a pas ça, du coup, là, on est un peu obligé d'improviser autrement. En l'occurrence, un peu à la barbare, je vous le concède. Mec, ça a l'air trop bon, je peux pas m'empêcher, il faut absolument que je goûte ça, quoi. Ouais, je comprends mieux Winnie l'ourson, mec. Mec, c'est putain long. Putain là t'as déjà un pot entier quasi hein. Mais en gros bout ça marche aussi comme ça en fait Alexis. Oui, parce qu'au bout d'un moment on ferait pas ça quoi. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Bah ça presque, en fait si je veux mon miel j'ai juste à faire ça. Ah oui tu t'enlèves la cire. Tu sais ça se mange sur le commerce, des fois ils vendent ça comme ça. Ouais mais c'est moins... Oui c'est moins pratique, tu bouffes de la cire et tout avec. Ils sont les tamis là-bas. Ouais, oh là là mais c'est trop beau. Tiens regarde ça.
Bah, je crois que je vais faire ça pour tous les cadres, hein, parce que pour l'instant c'est ce qui marche le mieux. Oui, juste couper. on enlève tout et Ouais. puis après on met la cire dessus. Oh là là, Ah lui il était, je crois que c'était le plus plein. c'est ouf. Waouh. Non mais c'est incroyable. Regarde ça, c'est gorgé de miel. Ouais, d'ours des bois. Ah mais mec, c'est en devenir malade quoi. Voilà, je les passe sur le tamis, on essaye d'y faire décanter, puis en dessous là. Voilà, et puis à l'intérieur en fait on voit que le miel il est tout liquide, nickel. Bon il y a 2-3 petites particules mais bon, on est des barbares donc voilà. Je sais ce qu'il nous faudrait, ce serait une centrifugeuse. Oh là là, mais c'est ouf. Attends, vas-y, peut-être que je l'écrase un peu plus. Moi sur les vidéos que j'avais vues sur internet, les mecs faisaient ça. Il y en avait, leur version c'était de carrément, voilà exactement, ils broyaient tout, ils s'en foutaient. Et en fait après par contre tu laisses plusieurs... Plusieurs heures. Enfin, ouais, plusieurs voire jours, même jour. Hein. Les blocs de cire, enfin les trucs tu les avais achetés ou pas? Tu les avais fait? Tu parles de la... Les cadres, tu les avais constitués comment? C'était une feuille déjà alvéolée. D'accord, tu avais déjà acheté. C'est une petite Parce qu'après, feuille, ouais. tu peux les refaire, tu sais. Oui. T'as des machines pour les... Putain il est plein celui-là. Ah mais ça dégueule de miel, c'est juste du... Mets-toi dedans comme ça. Ah oui. Ouais, du coup ce qui me manque c'est un couteau à désaperculer. Et puis une centrifugeuse. Et puis des ruches. Et puis des abeilles. Si tu peux arrêter de jouer. Hein. Je sais pas comment vous faites pour résister les gars. Je pense que le Nutri-Score c'est A ou E. Alors Alexis, finalement notre méthode elle est galérienne mais elle fonctionne, on est d'accord? Ça fonctionne, je pense qu'on aura quand même pas mal de pertes à l'issue. Ouais. Mais oui, ça, il est filtré quoi du moins. Hein. Donc ça tombe en dessous et là il y a déjà combien de pots à vue de pif? T'as peut-être déjà de 1,5 kg peut-être. Donc là en gros depuis tout à l'heure moi je prends les cadres qui sont pleins, je les découpe au couteau, je fais des parts qu'Alexis vient broyer. J'essaie de le faire rentrer dans le tamis en fait. Je te remercie beaucoup pour ton aide. Tu sais que tu auras droit à ton pot spécial bunker sauvage. Avec plaisir. Regarde-moi ça, boum. Ça c'est ouf. Si tous les apiculteurs travaillaient comme nous mec, Ce serait pas un métier. C'est une gorge ça. Qu'est-ce que c'est? ceux-là ils sont pleins mec. Regarde, ça coule tout seul. Oh. Non, mais... Bon alors on en a fait 50 kg mais bon il en reste plus que 20. Cette vidéo est faite bien sûr dans le respect des gestes barrières. Hein. Nous avons été contrôlés et vaccinés tous les deux. On a eu notre quadruple dose. Donc ça y est, on peut s'enculer sans risque. Bon à l'époque ils faisaient comment? Ils faisaient pas d'extracteur hein? Bah oui, non, je pense que... Mais j'ai vu plein de méthodes sur internet, mais il y en a, ils broient tout, ils s'occupent même pas, ils broient puis ils se cassent. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et pour le miel. On a encore une petite journée qui nous attend demain. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Moi je trouve que pour une première récolte de ma première ruche, je suis étonné déjà de la quantité. Je pensais aussi plus galérer au final, plus galérer là-bas à la ruche, à nous faire piquer ou qu'on galère. Et aussi ici, je pensais qu'on allait se faire embêter par les abeilles, que le miel allait être sale ou je sais pas. Et en fait je trouve que ça va, il est relativement propre. Là, on a dû récolter, on n'a pas pesé, mais je pense qu'il y a entre 2 et 3 kilos. On verra, ouais. On fera la pesée, mais voilà, environ. Ce qui est pas mal pour une première récolte, sachant que, encore une fois, cette saison, il y a eu des difficultés sur les apiculteurs, notamment sur des personnes qui ont pourtant plusieurs centaines de ruches. Aussi, on voulait préciser que Alexis et moi, on n'est pas du tout professionnels de l'apiculture. On débute. Lui, il avait quelques notions à m'apporter, il m'a donné 2-3 conseils. Moi, j'ai regardé pas mal de vidéos et lu des bouquins sur l'apiculture. C'était vraiment sous le côté partage de 2-3 tips qu'on avait chacun, un peu comme ils faisaient à l'époque, je pense, hein, encore ouais. Dans une optique d'autonomie, etc. et de retour aux sources. À l'époque, on n'avait pas internet, tous les tutos et tout, toutes les formations qui sont disponibles maintenant pour se former. Et du coup, c'était vraiment le gars du village, il s'y connaissait un peu. Du coup, il explique, voilà. Il partage, tu vas boire un coup avec lui, il te dit 2-3 trucs. Et toi, tu fais, et par expérience, tu fais des erreurs et après, tu arrives à faire quelque chose de bien. Mais déjà, là, j'ai remarqué entre le début, quand on galérait à enlever les opercules, machin, et à la fin, on avait déjà trouvé plus le truc. Ce que tu dis, c'est intéressant, toujours à vouloir du matériel, à se dire ah il nous manque ci, il nous manque ça. En fait là c'est la preuve que bon, on a une ruche, on veut récolter du miel, on doit faire avec les moyens du bord. Donc les trucs de cuisine, les couteaux, globalement ce que je suis en train de vous dire c'est que ce qu'on vient de faire là, vous pouvez le faire chez vous à partir du moment où vous avez aussi des abeilles. C'est accessible à tous. On va laisser décanter, je le refiltrerai plus tard. Bon allez, à la suite. Transition.
Et nous voici quelques jours plus tard. Après avoir laissé le miel couler dans le seau, il y a une sorte de mousse blanche qui est remontée à la surface que j'ai retirée. Là, nous sommes bien 3-4 jours après l'extraction. Et donc voilà, le miel purifié, c'est-à-dire clarifié, le plus pur que j'ai pu avoir après l'avoir fait passer plusieurs fois dans des tamis, des filtres. J'en ai récolté une très grosse quantité parce que là, c'est un saladier. Je rappelle que ça, c'est avec une seule ruche, une ruche dans laquelle tous les cadres n'étaient pas pleins. Finalement, il y avait vraiment que 3 gros cadres pleins. Les autres, ils étaient à moitié faits. Il est vraiment magnifique. Ça sent super bon là. En fait, la quantité est assez incroyable. Et donc là, je viens seulement de commencer à les mettre en pot. Donc là, c'est le premier pot. Donc l'intérêt du miel, c'est que c'est une denrée sucrée. C'est quelque chose qui se conserve très longtemps. Et là, c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir mon premier pot de miel. J'ai qu'une envie, c'est de faire sur Photoshop une petite étiquette là, bunker sauvage, miel bunker. Donc voilà, je suis vraiment ravi et voilà ce que ça donne. Et surtout, il sent super bon. Je suis vraiment content de tout ça. Et où ta sécu sur celle-ci? Il n'y a pas de sécurité. Tu mets comment? Tes plombs jamais tiré au plomb? La tête plate devant. Tête plate devant? Non, dans l'autre sens, ouais. Ça se barre pas? Non, tu peux enfoncer, t'appuies jusqu'à ton pouce, voilà. Là, faut pas être pressé, hein. Donc toi, Alexis, t'as une formation au tir port d'armes? À l'armée, ouais, bon, c'était plus sur du fusil d'assaut, le FAMAS. En flingue, jamais tiré à l'armée. Du coup, au niveau des règles de sécu, enfin, c'est les règles de sécu et tout, c'est toujours les mêmes, l'ISTC, tout ça, mais au niveau du geste, c'est pas le même. Moi, je connais pas trop. On va voir ce que ça donne. Donc pour vous expliquer, en cible, on n'a pas été très original. On a pris une petite gaufre de miel qu'on vient d'extraire. Dès que tu vas tirer, donc par exemple, contact, le mec qui va gueuler contact, c'est que t'as un gros taliban qui court. C'est que t'as un visuel, c'est ça? T'as un visuel, contact. Donc hop, t'enlèves la sécu. Une fois que t'as tes organes de visée qui sont alignés face à la chose que tu veux détruire, tu peux la gâchette. Et là tu tires. Donc là, une fois que t'as fini ton tir, tu baisses ton arme. Tu vas contrôler que t'as bien tiré sur ta cible. Ouais. Si tu l'as eu, tu vas contrôler ta chambre. Tu vas contrôler si t'as, tes mecs derrière, s'ils sont toujours là, tu vois, vu que tu travailles en équipe. Ouais. Et après hop, tu te remets en sécu et si c'est bon. Des fois il y a des incidents de tir avec le FAMAS, donc tu es obligé de faire des tap-rack. C'est que la cartouche elle reste bloquée, t'as beau appuyer, ça marche pas. Ouais. Donc là tu viens taper, raquer, après tu enlèves ton chargeur, tac clac. T'as plein de manips à faire. C'est ce que j'apprends sur les stages, tu vois, où quand tu travailles avec une scie ou un couteau, ouais. C'est des armes, tu vois, qui sont métal. Et donc tu vas devoir appliquer des gestes qui seront certes un peu chiants au début. T'auras pas l'habitude, par exemple quand tu scies, normalement, tu tiens jamais le bâton là, tu vois. Ouais. Tu vas mettre le bâton à l'opposé de ta scie, ce genre de truc à la con. Et, des réflexes qui de prime abord peuvent sembler pas intuitifs. Comme les règles qu'on utilise avec des armes à feu, quoi. Ouais. Et ça t'évite les accidents, surtout quand t'es là en zone de combat, etc., quand t'es en reculé, mais surtout quand toi t'es seul, tu fais ton truc, il fait -15, t'es avec ton couteau et tout, tu te coupes un doigt, c'est mort, quoi. Tu t'ouvres une veine, une artère, c'est fini pour toi. Donc faut vraiment travailler en sécurité et tout, quoi. T'as fait formation militaire pendant combien de temps? Enfin, t'as été à l'armée pendant combien de temps? Moi j'étais 2 ans en réserviste à l'armée, où en fait on a une formation militaire, une vraie formation. Donc t'as fait tes classes et tout ça? Exactement. Et après en fait nous on s'occupait plus de ce qui était vigipirate, etc., mais on pouvait partir aussi en OPEX. C'est des militaires à mi-temps. C'est-à-dire que moi j'avais mes études à côté, j'avais les vidéos YouTube et tout, et je faisais ce boulot-là les week-ends ou les vacances. Ça permet aussi un petit peu de reposer les soldats. Ouais. Dès qu'il n'y a plus personne au bataillon, c'est nous qui surveillons. Et est-ce que ça t'a plu, tout simplement? Ça m'a apporté pas mal de choses, ça m'a fait grandir un petit peu, je pense, ça m'a apporté des expériences. Après voilà, je le recommande, je pense que c'est con qu'on ait arrêté le service militaire, hein. Ouais. On en parle souvent. Voilà, après moi je suis assez vite parti, j'ai mis fin à mon contrat, parce que j'ai été déçu sur certains points, mais bon après c'est qu'un avis personnel. D'accord. En gros tu te mets de côté et tu protèges tes organes vitaux, tu vois. Ah oui, oui. Déjà ton cœur, tu vas te mettre à l'opposé. Et tu vas protéger aussi ton cou pour que ce soit agression de couteau. Même quand tu es avec un couteau, imagine à la place du flingue j'ai un couteau. Ouais. Tu te protèges un peu la gorge, tu vois, parce que si le mec il vient de gripper, donc après il y a plein de trucs. Mais... Bruce, chargeur. Mec, t'as tellement bien visé que t'as réussi à faire des alvéoles. Ah, du coup c'est de l'autre côté tu disais toi. Ah ça dépend en fait après, ouais, mais... Parce que moi tu vois je suis plus à l'aise comme ça, mais là je suis exposé quoi. D'accord. La sécurité s'active automatiquement dans l'instant que tu vas la armer. Donc en fait il y a un petit bouton ici. Tu tires la corde, tu remets et là en fait tu peux pas tirer. Ça a bloqué. Donc là ça te laisse le temps tranquille de mettre ton trait.
Tu le mets jusqu'à la butée derrière, là c'est bon, tu peux toujours pas tirer. Tu te prépares, alors ta main devant tu peux la foutre là. Et en fait quand t'es prêt, tu fais tomber ce petit bitonio en... C'est ça la sécurité. Là quand t'es prêt, tu t'alignes et tout. Putain, ouais, tu la mets comment? Tu vises un mode balai? Bah tu peux mettre qu'une main, c'est une arbalète une main. Si tu préfères. Du coup, histoire que j'invite ma communauté à aller voir ta vidéo, t'as déjà fait une vidéo sur grosse arbalète? J'ai testé une grosse arbalète à deux mains, ouais, la EK de Archerie, et c'est vraiment une arbalète sympa. Allez voir la vidéo, elle est vraiment cool. Donc nous voici le lendemain avec Alexis, on a laissé reposer le miel. On a profité pour faire un live hier soir, un live qui est disponible en replay sur ma chaîne YouTube. Est-ce que Alexis, tu as bien dormi ici au bunker sauvage? La nuit était courte mais j'ai quand même bien dormi. Alexis a préféré dormir à l'extérieur alors que j'avais préparé un bon petit lit. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant là Alexis? Bah tu m'as dit qu'on allait voir tes poules. C'est ça. Et puis qu'on allait faire un tour, enfin moi je vais bien voir ton potager, ça a l'air d'être intéressant donc... Un coup j'ai des poules, un coup j'en ai pas, vous devez pas comprendre. Mes poules s'étaient faites voler ou bouffer par un renard il y a plus d'un an. Et en fait depuis j'en ai deux nouveaux, mais en fait je les partage avec mon voisin qui est pas très loin. Donc un coup c'est lui qui les garde, un coup c'est moi. Et en ce moment bah, c'est à mon tour de les garder, donc voilà, je vais chercher des œufs, libérer les poules pour la matinée et puis après faire un tour du jardin. Et ben c'est le matin à m'attendre, tu vois, elles sont réveillées plus tôt que moi. Elles m'en veulent un peu d'arriver seulement maintenant. Donc je vais voir s'il y a un œuf. Poupoule, tu me laisses passer? T'as fait un œuf ou pas? Non. Alors, t'es contente de venir me voir? Les noisettes, c'est celles qu'on a mangées hier soir. Donc, elles sont super bonnes. Ça va être le moment de la récolte. Et donc, le gros du jardin, il y a les fraises en fait. Alors, les fraises en soi, c'est pas quelque chose d'impressionnant, mais c'est juste que là, j'en ai encore alors qu'on est en septembre. Derrière, il y a les pâtissons. Toi, tu jardines un peu? Moi je jardine un petit peu, ouais. Aussi comme moi je suis pas mal axé plantes sauvages, plantes comestibles. Ça c'est bien. Médicinales, du coup aussi j'utilise ce qu'on dit mauvaises herbes. En fait celle-là c'est une salade que je n'ai pas ramassée et qui est montée tout simplement en graines. Elle est assez originale quoi. Parce qu'on n'a pas l'habitude de voir une salade tout simplement sous forme de buisson. Et puis elle va fleurir. Elle tu peux à la limite encore bouffer. Ouais là je pense que tu peux encore la bouffer. Ouais. T'as vu là en parlant d'obèse les oignons? Enfin à ma main quoi. J'ai jamais vu un oignon comme ça, je pensais pas que c'était aussi gros. Ouais, les carottes aussi. Carottes que c'est pareil, la récolte bientôt. Bon là ici toute cette parcelle c'est là où il y avait les pommes de terre. Et chez toi t'as des animaux type poule ou ce genre de truc? Moi j'ai eu des lapins, j'ai des poules. Et toi tu fais ton compost ce genre de truc? Ouais, compost, ouais, carrément. Il me restait quelques pommes de terre. J'arrive à attendre. Et attends ça, pour les personnes qui connaissent pas Alexis, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Alexis Bruce, que je vous mets bien sûr dans la description. Alors déjà, qu'est-ce que tu fais exactement sur YouTube? Qu'est-ce que tu proposes? Alors moi je partage toute mon expérience et mes aventures sur tout ce qui tourne autour de la survie, du bushcraft, de la vie sauvage en fait. Est-ce que tu te revendiques par exemple survivaliste? Être survivaliste en fait c'est un grand mot et surtout que tout le monde est survivaliste, c'est quelque chose de commun, on a tous, en fait c'est après ça à différentes échelles, on fait tous des économies, de cultiver des choses etc. Donc, et puis ça devrait être quelque chose de naturel, on l'a un peu perdu dans nos sociétés modernes, mais c'est quelque chose qui devrait être plus inculqué. Sur ta chaîne YouTube on peut voir que tu fais pas mal de randonnées. Tu fais de la rando depuis quand? Plutôt en été, plutôt en hiver? Est-ce que tu as du bon matos? Et tu fais des randos depuis gamin? Enfin où c'est venu comment? Ça fait plus d'une dizaine d'années où en fait ça me permettait de fuir un petit peu cette société. Ouais. Moi j'ai toujours été très timide, plus quand j'étais jeune, et ça me permettait je savais que dans la nature il y avait personne quoi, je pouvais marcher, réfléchir, penser. T'es en train de te former par exemple à l'alpinisme, c'est ça? Exactement, j'aimerais conquérir justement des milieux à une altitude plus haute. Ouais. Au lieu que ce soit une randonnée, on appelle ça une course.
et tu vas gravir un sommet. Donc tu peux avoir différents types d'alpinisme, hein. Tu peux avoir de l'escalade, tu peux le faire en ski, etc. pour gravir ton sommet, ton objectif finalement. Et c'est plutôt assez complet, donc encore une fois tu as des nœuds, tu as de l'orientation, tu as toutes ces choses là, tu as aussi de la préparation physique parce que c'est quand même ultra physique de faire plus de 3000 de dénivelé en 2 jours ou en 1 jour. Donc, Pour toi, qu'est-ce que le bushcraft, qu'est-ce que ce mot veut dire et quand toi on te dit bushcraft, à quoi tu penses et qu'est-ce que tu en fais? Alors la définition commune on va dire c'est le bushcraft, c'est l'art des bois finalement. Moi je pense que c'est un art de vivre et c'est surtout quelque chose d'au-dessus justement de la survie, etc. C'est la vie, on n'est plus sur de la survie, c'est qu'on va apprendre à, avec juste un bout de bois, créer un manche d'outils, créer un outil, allumer son feu, etc. Faire plein de choses. Donc on n'est plus dépendant de ressources justement modernes ou d'outils modernes. Et donc là-dedans tu mets quoi? Tu mets par exemple construction d'abri, savoir faire son feu, reconnaissance plantes sauvages, ça, tannage. Tout ce qui est piégeage, plantes sauvages, en fait c'est ultra vaste, tu as aussi l'étude des végétaux, de la faune, de tout ce qui est climatique, météorologique, des roches, enfin c'est hyper... Si on s'y intéresse, c'est très très vaste comme sujet. La chasse, la pêche aussi. Exactement, par exemple. Ok. Depuis peu, tu proposes des stages, des formations. Exactement, oui. Qu'est-ce que tu fais exactement en fait? Est-ce qu'il y a des gens qui s'inscrivent et qu'est-ce qui se passe? Alors les formations que je donne, c'est des petits groupes de personnes qui vont venir se former. En fait moi je vais partager toute mon expérience, donc donner toutes les clés qui vont servir après à n'importe qui pour qu'ils puissent partir en autonomie et se faire plaisir, vivre leur propre aventure en fait, c'est vraiment ça. C'est bien d'apprendre sur internet ou dans les livres, mais il y a un moment donné quand tu es vraiment confronté au truc, c'est différent et tu apprends toujours autrement. Je vois beaucoup, parce que la plupart du temps c'est des personnes qui me suivent sur YouTube, et genre ça fait 5 ans qu'ils voient des gens qui allument avec un fire steel, un feu, etc. Et lui il n'y arrive pas. Pourtant il croit tout ça, il croit avoir vu toutes les tips, etc. Et en fait là en juste 3 explications en 5 minutes, il arrive à allumer son premier feu, il est tout fou quoi. Ok, donc si vous êtes intéressé par des stages, Alexis du coup en propose, je vous renvoie rapprochez-vous de sa chaîne et de ses réseaux. La structure s'appelle Voix Sauvage en fait. Voix Sauvage. Ton boulot à côté de YouTube, t'es youtubeur, et à côté tu fais tes stages. Moi je sais que j'en ferai de temps en temps occasionnellement, et pourquoi pas à l'occasion j'aimerais bien t'avoir en guest, en invité, tu vois, en intervenant. Un plaisir. Et ça serait carrément cool. Au niveau de ta conception de la survie, du survivalisme? Au début, quand je suis arrivé sur YouTube, je me disais survivalisme, mais c'était plus de la blague. Pour moi, survivalisme, comme tu dis, dès l'instant que tu es à la campagne, d'une certaine manière, tu es survivaliste, tu vois. Tu dois savoir, l'eau, ça vient du puits, donc il faut apprendre à la filtrer, aller la chercher. Le jardinage, c'est juste n'importe quelle personne qui a fait un jardin dans sa vie, d'une certaine manière, il est survivaliste. Et ça, sur YouTube, en fait, je me suis fait assez clasher par les vrais survivalistes. Et je me suis rendu compte que le survivalisme, c'est vraiment des gens qui sont assez dans la peur. Déjà la peur de la fin du monde, de la peur des autres et tout ça. Et du coup, c'est vraiment de l'arme, du stock. En fait, il y a une notion de matériel. C'est-à-dire que tu prépares de la bouffe, tu as tes conserves, tu as tes trucs. Parce que le matériel rassure. Exactement, le matériel rassure. Et en fait, il y a une notion c'est limité. C'est-à-dire que la personne, une fois qu'elle aura mangé toutes ses boîtes de thon, une fois qu'elle aura utilisé toutes ses munitions de mitraillette, en fait, si derrière, elle sait pas... Elle sait plus rien faire. Voilà, c'est fini en fait. Et en plus de ça, tu prends le risque, si on veut vraiment jouer le jeu du survivalisme, tu prends le risque de t'exposer à ce qu'on appelle les dark preppers. Le mot français, ça serait survivaliste obscur, quoi. C'est le côté obscur et survivaliste, c'est-à-dire c'est des gens qui ne se préparent pas. Par contre, ils savent que toi, tu te prépares. T'as ton voisin, tu le vois, il a des stocks, tu le laisses faire. Et toi, t'en branles pas une. Hein. Et le jour de la fin du monde, tu as juste à aller planter ton voisin et tu récupères ses stocks. Tu vois. Être opportuniste. Et toi, tu penses que là, t'es arrivé à ton but ultime, enfin à ton niveau ultime, ou tu penses te développer encore? Tu vas arriver à quel stade? Non, je pense me développer. Justement, j'ai voulu me détacher de ça parce que je me suis vite rendu compte qu'en fait, le matérialisme, ça m'intéressait pas. Et du coup, je me suis rapproché plutôt du bushcraft. D'accord. Où là, justement, tu apprends à reconnaître les plantes sauvages, fabrication d'abris. Enfin, en gros, le schéma de Robinson Crusoe. Tu vois. Quelque chose de plus périn en fait. Quelque chose, voilà, un savoir qui t'est vraiment utile et vraiment le truc où, comme lorsque tu commences une nouvelle partie, un jeu vidéo, quoi. Tu commences en slip et en couteau, observation de l'environnement. Ok, ça se mange, ça c'est pas comestible. Là, il y a un point d'eau là-bas. Je dois faire du feu, construction de vêtements, protection. Et je préfère cet aspect-là. Et pour moi, ça, c'est aussi une forme de survivalisme. Sauf que du coup, c'est plus proche de l'homme des bois. Moi, je me définirais plus comme ça, quoi. Campagnard finalement. Le savoir de nos anciens, savoir faire ses bocaux, stériliser, toi savoir plumer une poule, savoir pourquoi pas pêcher, chasser, vider une truite, tu sais, ce genre de truc. Et ça pour moi d'une certaine manière c'est aussi être survivaliste. Carrément. Je suis pas autonome en électricité, j'ai pas de système de panneaux solaires, j'ai des petits panneaux solaires portables mais rien de bien foufou. Donc ça ce serait ma prochaine étape. Par contre je suis autonome en eau, j'ai recycle l'eau c'est une eau de source. En jardin j'ai mes légumes. C'est ce qu'on a été voir durant c'était cool. Je suis pas autonome en viande par exemple, si j'ai pas de cochon, j'ai pas de vache, j'ai pas de lait. Mais voilà, petit à petit
ça viendra. Peut-être un jour j'aurai des animaux, une ferme un peu plus. Mais comme d'hab, ça prend du temps. Et le problème, c'est que vu que j'ai un pied dans YouTube, moi aussi, et ben je peux pas tout gérer en fait. J'ai du mal à faire un jardin et en même temps faire des vidéos, en même temps faire des randos. J'effleure le sujet, j'en fais des vidéos, mais peut-être que quelqu'un qui serait vraiment à fond pourrait l'être beaucoup plus que moi, mais à côté de ça, il pourrait pas en faire des vidéos, ce genre de truc. C'est ça, bah il partage pas parce qu'il est à fond dans son truc. C'est ça, en fait t'as pas le temps. Bon du coup j'ai eu un petit problème de carte mémoire, elle était pleine, donc là je vais terminer à la main levée en vlog. On était en train de dire avant que ça coupe que du coup la prochaine grosse étape c'est la traversée des Alpes pieds nus. Exactement, ouais, 600 km, un mois. Et du coup bah tu te prépares, de temps en temps tu marches pieds nus comme là actuellement. Tu touches un peu un tout, tu as fait beaucoup d'art, de sport de combat, Ouais, tu as fait du tir à l'arc, ce genre de truc. Exactement, du tir, bah, j'ai eu tout ce côté passé avec l'armée un petit peu, et ce côté aussi approche historique avec de la reconstitution médiévale, surtout des peuples scandinaves. Et donc là je pars seulement avec des peaux de bêtes que je tanne, etc. En pleine forêt, que ce soit dans la neige ou autre. En gros, vous l'aurez compris, il touche un peu à tout. Il y a aussi un aspect viking, médiéval qui est fort impressionnant, où par exemple tu le vois partir en rando avec les outils d'époque historiques. Exactement. Donc c'est très intéressant. La chaîne d'Alexis, si vous aimez la mienne, je pense que vous aimerez la sienne. Ses vidéos sont de qualité, elles sont travaillées à son propre, pas comme présentement la mienne, pas comme moi qui tremble et qui en ai plus rien à foutre. Je vous mets tous les liens dans la description. Alexis, ce que je te propose, vu qu'il y a le feu qu'on a allumé pour le décor, on va se faire griller de la saucisse dessus et manger. On est parti sur un aligot spécialité avéronaise. Pour les gens qui connaissent pas l'aligot, c'est une sorte de purée avec beaucoup de fromage. Et c'est assez long à préparer parce que ça demande du temps et surtout il faut toujours remuer. Et en gros elle est prête lorsqu'elle fait des beaux filaments. Et ça avec la saucisse, ça vous nourrit toute une armée et pendant 15 ans. Et bon appétit bien sûr, comme dirait Piwan. Bon appétit. Moi je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Donc Alexis, à quelques instants, tu vas quitter le bunker sauvage. Ouais, ça aurait été une très belle expérience, une bonne aventure et puis un plaisir de te rencontrer surtout. On a pu échanger sur beaucoup de sujets assez divers. Belle rencontre, ouais. En fait tu es exactement comme en vidéo, je trouve que tu as un capital sympathie. Ça se voit que tu es authentique, que tu es sincère. T'es pas là à rouler des mécaniques. Tu es aussi sympa que ce que je le pensais. Non, je te vois plus posé. Tu me trouves plus posé qu'en vidéo? Plus réfléchi. Ah oui, c'est vrai qu'en vidéo. Je m'en doutais un peu, tu vois, mais, Bah du coup tu vas quitter le bunker, je serai obligé d'effacer ta mémoire pour que tu oublies l'endroit géographique d'ici. Merci Alex. Non mais on se dit au revoir, mais c'est pour la vidéo, on sait très bien qu'on va continuer de bouffer. J'espère que ça vous a plu les amis. Pensez à commenter, n'hésitez pas à me dire si vous avez été voir la chaîne d'Alexis, si vous l'appréciez, si vous la connaissiez. Pensez au petit like, ça aide au référencement, ça soutient la chaîne. L'abonnement, activez la cloche, vous pouvez aussi cliquer sur le petit bouton rejoindre disponible depuis peu sur ma chaîne pour soutenir également. Tu l'as le bouton rejoindre? Moi je l'ai le bouton rejoindre, ouais. Et alors, les gens rejoignent? Non. Je m'arrête ici, c'était Céleste Grant, on reste en contact, tant qu'il y a de la ligo. Ciao. Allez, ciao.